Bonsoir. Good evening to you all. Je suis navrée car je vais voler la vedette quelques instants car je dois évoquer les origines de ce projet. Premièrement, je voudrais vous remercier de votre présence. Il y a des amis, des étudiants, des personnes de l'ambassade des États-Unis, de la fondation et des personnes que je ne connais pas, des collègues de d'autres universités. C'est un plaisir de vous voir ici aujourd'hui avec nous. Alors, cette table ronde n'aurait pas été possible sans le soutien de la Fondation Terra et en particulier sans le soutien d'Eva Brobowska qui nous a beaucoup aidés. De plus, nous sommes fort reconnaissants de l'unité de recherche CRU de la Sorbonne Nouvelle, des services culturels de l'ambassade des États-Unis à Paris, envers le réseau Frame France et États-Unis d'échanges intermusées, également l'Institut des Amériques et l'équipe à la Sorbonne Université Lettres qui nous a aidés à organiser cette table ronde. Cette conversation a été mise sur pied grâce à la confiance et à la gentillesse de nos invités spéciaux, Glenn Ligon et Emo de Medeiros. Donc, ce sont deux artistes visuels reconnus internationalement dont les pratiques et les engagements en faveur de changement canon artistique seront au cœur de nos échanges ce soir. Ainsi, nous sommes fort reconnaissants de l'expertise également de Valérie Cassel, donc conservatrice d'art contemporain et moderne à la Virginia Museum of Fine Arts, mais également Philippe Dagen, qui est professeur d'histoire de l'art et professeur d'histoire de l'art à l'Institut national de l'histoire de l'art, mais également Anthony Arrigo, qui est professeur d'art visuel littérature américain. C'est une date significative pour la France comme pour les États-Unis. Donc, le 18 juin, c'est l'anniversaire de l'appel du général Charles de Gaulle depuis Londres, appel à résister contre le totalitarisme nazi. Totalitarisme, j'ai du mal à le prononcer. Et demain, c'est le Juneteenth, donc la fête nationale aux États-Unis qui célèbre l'affranchissement du dernier groupe de personnes réduites en esclavage au Texas. Ce sont deux commémorations imbibées d'un esprit de lutte et d'action, de commémoration qui nous poussent à nous interroger sur les valeurs que nous voulons protéger et sur le type d'héritage que nous voulons construire. Donc l'événement de ce soir était censé se tenir dans un musée, mais à cause des Jeux Olympiques, il se tient maintenant à la Sorbonne. Donc la Sorbonne, c'est l'institution universitaire la plus ancienne de France. C'est une opportunité, de fait, d'entendre de nouvelles voix dans ce temple du savoir de longue date et de réfléchir au rôle des institutions culturelles et universitaires dans le patrimoine intellectuel et artistique que nous voulons transmettre. Donc nous pouvons voir que cette conversation est une forme de militantisme dans lequel nous nous engageons en tant qu'intellectuels, mais également en tant que citoyens. Juste à une rue d'ici, il y a le Panthéon national. Et c'est là où les grands hommes et les grandes femmes de France reposent. Ainsi, nous devons nous interroger sur quelles personnes voulons-nous commémorer et célébrer. Et nous devons affirmer les principes et convictions que nous sommes prêts à défendre. L'inspiration originale de ce projet a émané de l'utilisation d'une œuvre d'art de Glenn Ligon en classe avec des étudiants qui servait à évoquer le rôle de l'individu et de la communauté dans la construction et de la déconstruction de récits historiques. Et ensuite, l'idée folle de l'invité à l'université a fleuri dans mon esprit. Et cela s'est transformé en échange avec d'autres artistes, conservateurs, universitaires et étudiants, et également le grand public. Ainsi, cette table ronde, c'est un moment politique informel pour évoquer, découvrir un petit peu plus les pratiques de Glenn Ligon et d'Emo de Medeiros et de réfléchir à comment leurs œuvres font écho avec les débats
et sur la renarration de l'histoire à partir de nouvelles perspectives, décolonisation de nos esprits et de nos institutions, et la façon dont nous façonnons la mémoire collective avec davantage de précision. J'arrive à la fin de mon discours, ne vous en faites pas. Donc, le titre choisi peut être trompeur, voire réducteur, puisque, comme l'a dit Eddie Chambers, le fait d'être artiste noir ne signifie pas forcément que l'on fait partie d'un mouvement, et que la pratique de l'artiste visuel ne peut pas être réduite à la couleur de sa peau, sans prendre en considération la technicité ou la philosophie de l'artiste. Malgré ce titre imparfait, cette initiative vise à créer un espace franco-américain pour mettre en cause la manière dont les institutions et individus qui, volontairement ou non, circulent des codifications du racisme et des idéologies, terminologies liées au racisme. Donc, cette conversation entre musées universitaires et les experts du monde de l'art vise à déboulonner des systèmes nouveaux et anciens de représentation et réformer notre foi en la diversité. Je vous demande encore un petit peu plus de patience car je voudrais donner la parole à Angie Miser qui va nous dire quelques mots qui représentent l'ambassade des États-Unis. Je vous remercie. Je vais être très bref. Donc, je m'appelle Angie Mesure. Je suis attachée culture à l'ambassade des États-Unis ici à Paris. C'est réellement un plaisir que d'être ici dans la Sorbonne Nouvelle, magnifique. Merci aux membres du panel. J'ai fort hâte de vous entendre. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement ici jusqu'à Paris. Merci à la Fondation Terra, l'Institut des Amériques et bien sûr à Frame qui a été fondé en 1999 par les gouvernements États-Unis et France. Et c'est un partenariat magnifique qui a fleuri avec d'autres partenaires des musées en dehors du gouvernement. Quelle manière magnifique de partager des idées et d'explorer ce que nous voulons créer pour nos avenirs, donc réfléchir au passé et créer l'avenir. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir Frame et notamment ce type d'initiative de discussion, comme il a été très bien dit, qui souligne les valeurs que nous partageons entre nos deux pays, donc la liberté d'expression, la diversité, l'importance d'écouter des voix, l'inclusivité. Ce ne sont pas que des mots. Tout cela compte. La représentation compte. Il faut parler de ces choses-là. Alors, je vous remercie de votre intérêt, de votre présence et de faire partie de cette discussion fantastique. Je vous remercie de faire partie de cette conversation puisque c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Je ne vais pas empêcher l'avancement de la soirée. Alors, je vous remercie encore et je me réjouis d'être ici. C'est ce que je vais faire. Nous avons décidé qu'il y aurait un maître de cérémonie, une maîtresse de cérémonie. Je vous remercie Clémentine, Laurence et la Fondation Terra et l'ambassade des États-Unis. Je vous remercie Glenn et Emo de votre présence et bien entendu les co-panélistes Philippe et Antonia. Nous avons une pré-réunion pour réfléchir à comment nous allions organiser cette conversation. Et c'était une conversation très facile. Et je m'entends moi-même. Vous m'entendez bien dans la salle? Le micro est allumé. Les techniciens devraient le savoir. Donc c'était une conversation très facile. Donc je ne veux pas insister, mais je pense que c'est important de présenter ces deux messieurs à mes côtés
Et avant de faire cela, je vais quand même vous dire que je connais Glenn depuis un certain temps et je connais Emo depuis très peu longtemps. Mais ce que je peux vous dire, c'est nous vivons au XXIe siècle et l'œuvre d'aujourd'hui remplace un petit peu les idées que nous avons de l'identité noire. Et vous deux, vous essayez de prendre l'essentiel de l'identité noire et de le reconstruire et de le reformuler dans des manières très complexes afin que nous puissions comprendre cette persistance. Pourquoi est-il si nécessaire de comprendre l'histoire, mais également d'ouvrir les portes envers l'avenir et de prendre en compte toute la diversité de l'identité noire qui est très complexe, qui est très étendue et il y a autant d'identités que de personnes finalement. Est-ce que c'est un bon point de départ ? Ces deux artistes font un travail formidable dans la présentation de leurs œuvres au sein des institutions, mais également en présentant et faisant connaître d'autres œuvres de d'autres artistes pour que nous puissions encore une fois comprendre toutes les idées autour de l'identité noire, donc les éléments fondateurs sur cette base sur laquelle toutes ces autres conversations peuvent se tenir. Ce que nous avons découvert lors de cette conversation, cette pré-conversation, c'est que, encore une fois, cette identité n'est pas unique. Et cela nous pousse à nous interroger sur des idées de culture et de race au sein des institutions aux États-Unis. Et nous avons découvert que c'est très différent entre les États-Unis et l'Europe, et en particulier en France. Et je pense que dans les deux cas, il y a de la résistance, mais il y a également des espaces dans lesquels nous pouvons exister et dans lesquels nous pouvons exercer une résistance. Sur ce, nous allons pouvoir commencer notre conversation sur l'identité noire et vos espaces que vous avez trouvés, dans lesquels vous pouvez épouser des idées d'identité noire, mais comment également vous avez un petit peu bousculé les choses et comment vous avez fait résistance à cette catégorisation, cette distillation en créant quelque chose de marginal plutôt que cette grande diversité. Glenn, voulez-vous commencer et ensuite nous passerons à Emo? Premièrement, merci à Valérie pour cette introduction et ce cadrage. C'est un plaisir de vous revoir. C'est un honneur de faire partie de ce panel avec vous. Merci de l'invitation. Valérie a posé une très grande question sur l'identité noire. Alors, je n'ai pas une très bonne réponse à apporter. Mais je réfléchissais en fait, puisque j'ai une carrière derrière moi de 40 ans. Peut-être plus, selon quand... le moment où j'ai décidé de réellement d'être artiste. Anecdote rapide, quand j'ai décidé d'être artiste, ma mère a dit que les seuls artistes qu'elle connaît sont morts. Et en fait, elle faisait référence à Picasso. Et Picasso était mort, mais vivant, il y avait d'autres artistes. Mais elle a changé d'avis progressivement. Et je pensais à mon passé, puisque quand j'ai commencé à exposer dans des galeries et dans des musées dans le contexte des États-Unis, l'étiquette artiste noir signifiait quelque chose de très précis dans les discours sur les artistes. Et souvent dans la presse artistique mainstream, cela imposait une certaine limite. Donc la discussion sur l'œuvre en elle-même, donc c'est une paraphrase, mais je me rappelle de ces discussions très clairement, puisqu'en fait je les ai eues plusieurs fois.
on me disait votre œuvre porte sur votre identité noire. Et cela, pour moi, signifiait qu'en fait, il n'y avait rien d'autre à dire sur mon œuvre, en fait, que mon œuvre évoquait mon identité noire, et point final. Donc imaginez un puits, il y a l'identité noire au fond, et j'ai pris un petit seau, et j'ai pris cette identité noire, et voilà mon œuvre. Et c'est ça la discussion sur l'étendue de l'identité noire. En fait, qu'il n'y avait pas assez d'universitaires, d'intellectuels qui travaillaient dans des académies, des universitaires, qui se focalisaient sur la couleur, sur l'identité noire, qu'il n'y avait pas assez d'écrivains dans les magazines d'art, et que et cela faisait que l'œuvre n'était pas analysée dans son entièreté. Alors, si quelqu'un disait que l'identité noire, c'était mon sujet, donc ceci excluait tout autre sujet. Et je dirais que dans ce cas-là, l'identité noire, c'est une catégorie inépuisable, très vaste. Et en tant que sujet, en tant qu'objet de mon art, c'est quelque chose qui grandit en continu, qui se redéfinit et qui est contesté, bousculé. Et que donc, si mon sujet, c'était l'identité noire, alors, si c'était vrai, ce serait quelque chose d'inépuisable. Mais l'objet de mon art est bien plus vaste que cela, mais comprend tout de même cette identité noire, cette blackness. Alors, ce que viennent de dire Valérie et Glenn s'applique au contexte des États-Unis. Et hier, j'ai pris l'avion. Je viens de Cotonou, du Bénin. Je suis binationale, je suis français et béninois. Et la notion de l'identité noire est assez différente. Ce que je veux dire, c'est que je faisais une conférence au Brésil pour un groupe d'étudiants qui allaient au Bénin. Et donc, j'étais censée leur donner quelques pistes. Et comme vous savez, les Brésiliens ont diverses couleurs de peau. Et donc, je leur disais qu'il y avait quelqu'un qui interprétait. Et je leur ai dit, vous allez pouvoir découvrir deux choses au Bénin. Donc, en tant que Brésilien, vous allez découvrir deux choses. La première, c'est que vous n'êtes pas noir. Et que la deuxième, et qu'il n'y a pas de noir au Bénin. Et donc, le traducteur m'a regardé et je lui ai dit, si, interprétez. Et en fait, au Bénin, les personnes nouveaux, donc ne signifient pas des blancs, mais des étrangers. Et donc, selon moi, il y a une distinction qui est faite. Donc, quand je pense à l'identité noire, je pense déjà aux États-Unis. Et en fait, le terme blackness en anglais a évolué. Donc, selon moi, l'écrivain qui a le plus écrit là-dessus, il a écrit des choses les plus intéressantes et les plus touchantes là-dessus, selon moi, c'est James Baldwin. Et que si nous utilisions la terminologie de James Baldwin, donc le problème américain négro, aujourd'hui, si on disait ça, les gens ils seraient très mal à l'aise avec cela. Mais ce terme et l'évolution donc de ce terme aux États-Unis et autour du monde fait qu'aujourd'hui, par exemple, si nous regardons les afrobeats au Nigeria, le code vestimentaire des artistes, c'est black. Et quand je dis black, c'est afro-américain en réalité. Donc, pour moi, blackness, l'identité noire, est-ce que c'est un concept en dehors des États-Unis? C'est une question que je me pose. Puisque je préfère, moi, penser aux diasporas
africains. Et je me dis qu'il doit y avoir des limites donc, de ces personnes qui appartiennent à la diaspora américaine dans leur acceptation de ce terme-là. En Afrique, la couleur de ma chemise n'est pas la même couleur que la couleur de la peau. Donc, quelque part, je dirais que c'est un terme exogène. Et j'ai également un problème avec la terminologie sur la race. Donc, à César ce qui est dû. Les travaux de Glenn Ligon, donc chromatique. Et en anglais, il manque un mot, c'est la race. Alors, je n'utilise pas, moi, le mot race, parce que c'est, selon moi, assez périlleux. La race, c'est un euphémisme pour le racisme. Il n'y a pas des problèmes liés à la race, il y a des problèmes de racisme. Donc, la manière dont c'est utilisé, par certains disent donc personne de couleur, parce que cela laisse de côté que, voilà, il y a d'un côté des Européens et d'un autre côté, il y a tous les Noirs. Donc pour moi, c'est un terme dangereux et c'est quelque chose de laisser de côté permettrait à la diaspora africaine de se rassembler, mais en même temps, j'affectionne ce terme de tégritude qui vient de Joris de Yonka. Donc Kampala 1962, prix Nobel. Et en fait, il était assez énervé avec le terme négritude. Et il a dit que je préfère la tégritude. Et donc on lui a demandé quelle est la différence. Il dit, le tigre ne proclame pas sa tégritude, le tigre attaque. Et donc, mes enfants s'appellent Ella et Phila, donc Ella Fitzgerald, et je suis très influencée par la culture américaine, mais je n'attaque pas, enfin, je n'aime pas cette binarité entre Européens et tout le reste. Alors donc, c'est une métaphore que j'ai déjà utilisée, c'est comme si on coupait les branches, mais en fait sans déraciner l'arbre. Donc pour moi, il s'agit là en fait, l'identité noire c'est un outil, mais ce n'est certainement pas le seul outil possible pour ouvrir des perspectives, à défaut de dire autre chose. En fait, on partage le micro. Oui, c'était vraiment très intéressant. D'ailleurs, ça a affleuré lors de notre précédente discussion, la discussion préliminaire. En fait, ce qui maintient le système en place. Et force est de constater qu'il y a une dichotomie. Parce que, en même temps, on souhaite pouvoir éclairer, mettre de l'avant des éléments qui sont un motif de célébration et en même temps, il s'agit de démanteler quelque chose qui a l'air d'une stabilité absolument incontestable. Et donc, dans nos psychismes, on retrouve ce système et cela se fait aussi par le truchement du langage. Le langage, c'est ce qui met des mots qui identifie à ce titre et qui participe à cette entreprise de démantèlement qui en même temps doit se dérouler sur un ensemble de fronts. Alors oui, on peut effectivement avoir un fantasme d'anarchie. Et en fait, à quoi ça sert de vouloir de vouloir poliment ouvrir la porte alors qu'on pourrait tout simplement mettre le feu à la baraque? Et de nombreux Afro-Américains ont le sentiment que les États-Unis se sont construits à leurs frais. Les ancêtres des Afro-Américains actuels ont le sentiment d'être laissés en dehors de la maison, alors que la réussite des États-Unis leur est due en large partie. Et donc, je ne sais pas en fait ce qu'il faut insérer, affirmer. Je travaille en tant que conservatrice. Or, être conservateur, conservatrice, c'est quelque part faire partie du système. Donc je tente effectivement de
d'introduire de la rupture dans la conversation en insérant un langage A dominant qui démonte la domination. Et donc, pour réagir à ce que vous avez dit, est-ce que vous avez envisagé, ou y a-t-il un espace dans lequel vous puissiez envisager quelle stratégie pourrait être mise en œuvre afin de démonter les choses ou les démanteler? Quelque chose qui donne au langage un pouvoir qui lui permet d'être débridé. Et pas seulement le langage, les actions, une présente, en fait quelque chose qui en fait permet de surmonter les liens, les freins, les empêchements. Émo. Alors peut-être que la meilleure illustration de ce propos serait en fait cette œuvre à laquelle j'ai fait référence, Chromatics. 3 mouvements. L'une des références, c'est Oulipo, ouvrage de littérature potentielle, Raymond Queneau, Italo Calvino et d'autres encore. Et donc, il y avait ici une utilisation dans l'Oulipo de l'aléatoire comme un des principes créateurs. Et donc, il y a mes instances de 3 ou 4 lignes en 3 mouvements. Alors, j'ai utilisé donc 365 mots, les plus communs en anglais, day, night, cash, woman, etc. Donc, des mots de tous les jours, jour, nuit, cash, femme. Et il s'agissait ici d'une recombinaison avec une couleur, un mot, ensuite une deuxième couleur, un mot, etc. Donc, les premiers mots, c'est noir et blanc, black and white. J'ai montré Chromatics à Londres et il y a une absence notoire, c'est le mot race. Et donc, je dois ajouter ici que je suis donc binational. Je suis à la fois béninois et français et béninois, et mon grand-père a été déporté dans un camp de concentration. Et donc, race, pour moi, ça évoque les camps de concentration de la Deuxième Guerre mondiale. Et les suprématismes blancs disent la race, c'est important. Donc, en fait, cette idée de racisme biologiste est quelque chose qui résonne. J'ai parlé d'insertion. Alors, je pense en fait que cela devrait figurer en fait dans un livre, dans un film. Et donc ici, on pourrait rattacher cela en fait à un livre qui a été écrit. Je ne connaissais pas cette référence, et donc qui fait exactement le lien entre donc ce que vous venez d'évoquer de la race et ce qu'on disait. Alors là, vous voyez donc Black Word, White Paper, c'est ce qu'on voit à l'écran maintenant, donc noir, mot, blanc, papier. Alors, impossible de montrer la vidéo, malheureusement, mais donc tout couplet du premier mouvement, donc est fondé sur une combinaison, une recombinaison aléatoire. Et en fait, tellement aléatoire que j'ai décidé de ne pas apparier les mots moi-même. Et donc, dans le premier mouvement, chaque mot est interprété dans un contexte racialisé. J'ai eu le sentiment que c'est quelque chose qui mettait en avant le programme, quelque part, qui sous-tend le système et sa racisation. Et puis ensuite, j'ai ajouté 2 autres couleurs, le bleu et le rouge, parce que le bleu est lié à la première racialisation en Europe. En effet, il y avait une différence entre les sangs bleus, donc l'aristocratie, et ceux qui ne l'étaient pas. Alors pourquoi est-ce que j'utilise le terme de racialisation ? Donc, ma mère était enseignante à l'université et c'était une médiéviste. Or, les sangs bleus, se distinguant donc des non-sangs bleus, se reposaient sur la distinction entre noble et ignoble. Et d'ailleurs, ignoble existe en anglais. Donc, les ignobles, quelque part, ils sont bronzés parce qu'ils travaillent dans les champs, ce sont des laboureurs, et donc à ceux s'attachaient tous les clichés racistes. Tous ces clichés qu'on a attachés ensuite aux Afro-Américains ont été développés au Moyen-Âge et appliqués à la paysannerie.
Alors, pour rouge et bleu, eh bien, il y a également les peaux rouges pour désigner les Amérindiens. Donc, dans le deuxième mouvement, sur la base de rouge-bleu, les couplets ont gagné en qualité poétique et en profondeur. Quelque part, là, la réinterprétation était différente. Et ensuite, quand je suis allé au Brésil, j'ai ajouté un troisième mouvement où j'ai supprimé tous les adjectifs. Et cela m'a permis en fait d'avoir World Bank Sextoy, une des combinaisons sans doute les plus intrigantes de cette recombinaison. Le sextoy de la Banque mondiale, ce côté aléatoire a quelque chose également de ludique. L'idée ici, donc, était de voir comment l'identité noire, blackness, est donc quelque chose qui peut donc s'insérer dans cette recombinaison aléatoire. 80 000 couplets possibles dans le premier mouvement. Et à la fin, on aboutit à 72 millions de strophes possibles, là où on supprime les adjectifs. Donc la blackness, c'est par exemple quelque chose qui renvoie à James Brown. J'ai eu la chance d'écouter Chuck D lors d'une conférence à Harvard. Alors James Baldwin. Donc il y a un autre protagoniste de cette culture afro-américaine, mais c'est quelque chose qu'on peut également appeler culture noire aux États-Unis. Bon, alors c'est vraiment passionnant, mais je vais intervenir ici. Donc effectivement, ici, afro-américain, négro, noir, il y a une interchangeabilité des termes, en tous les cas, d'un point de vue états-unien. Et effectivement, si on parle simplement de noir, d'identité noire, cela semble quelque part d'avoir une plus grande ubiquité, d'être applicable partout dans le monde, et donc de s'écarter de cette interprétation purement états-unie. Mais je me tourne maintenant vers Glenn. Glenn, vous avez beaucoup utilisé la littérature, vous avez beaucoup utilisé le langage, vous avez utilisé les écrits de Baldwin, mais aussi de Richard Pryor, donc des sources très diverses. Et donc, vous vous êtes intéressé à l'utilisation du terme « black » et vous vous êtes intéressé à la multiplicité des manières dont, en fait, « black » peut donner lieu à un mouvement d'expansion. Il y a là une manière afro-futuriste, en utilisant les ordinateurs, qui, dit-elle à propos de Emo, qui donc permet de créer des œuvres, mais il y a également l'approche analogue. Glenn. J'aimerais réagir à ce que Emo a dit. Je me suis renseigné en ligne et je crois ici qu'on pourrait avoir une conversation vraiment très intéressante en ce qui concerne l'utilisation d'algorithmes et justement ce côté informatique. Bon, c'est quelque chose en fait qui donne lieu à des débats très riches aux États-Unis. Et bon, pardon de reprendre une casquette États-Unis, mais en tous les cas, il y a des débats qui cherchent à dénoncer la perpétuation des stéréotypes à travers l'établissement d'algorithmes, etc. C'est quelque chose donc qui m'est venu à l'esprit quand j'ai regardé, en fait, quand j'ai écouté votre explication quant à la production de strophes, de poésie, en utilisant un ordinateur, et la manière dont justement les limites qui sont imposées au programme informatique donnent des résultats différents. Bon, ça c'était un sujet, une piste. Mais il y a également le mot « black » qui a cet héritage péjoratif. Or, les Afro-Américains, et je trouve que c'est de plus en plus le cas, les jeunes Afro-Américains, en fait, ne disent plus Afro-Américains, ils disent de plus en plus Noirs. On a en fait connu une évolution. Afro-Américain a été très en vogue
comme revendication d'identité à une époque, et maintenant c'est en fait la récupération d'un terme qui, quand moi j'étais jeune, était encore considéré comme péjoratif. Alors j'ai 64 ans, et donc Valérie dit « Et moi j'ai 62 ans, on est de la même génération ». Néanmoins, je suis très surprise, dit Valérie. Et pourtant, nous sommes tous les deux américains. Parce que pour moi, quelque part, Black, c'est ce qui a justement, c'est ce qui résonne avec l'autodétermination à la suite des luttes civiques des années 60. Et pour moi, donc Black, c'était un motif de fierté, c'était beau, c'est quelque chose en fait qui permettait de rassembler les Afro-Américains. Et donc quelque part, il y avait là une manière de se réapproprier le langage autour de Black. Donc pour moi, Black n'a jamais été péjoratif. Donc, à génération égale, je trouve ça très intéressant. Alors, oui, en effet, c'est vraiment une différence très intéressante. Moi, je me souviens vraiment que c'était un terme péjoratif quand j'étais jeune. Et donc, sur cette base, je suis effectivement intéressé par ce retournement. Alors, vous avez demandé l'utilisation que je faisais de la littérature et donc j'ai utilisé notamment Three Lives de Gertrude Stein qui a été publié, un court récit publié en 1909. Et Gertrude Stein décrit ici un personnage noir. Or, quelque part, la description est brutale, non dénuée de violence. Et ce qu'elle dit en décrivant l'un des personnages dans ce récit, où il y a des qualificatifs très péjoratifs, stupides, etc. Et elle dit également que ce personnage est dénué de cette espèce de joie de vivre si caractéristique des Africo-Américains. C'est Negro Sunshine. On reconnaît là le cliché, c'est quelque chose qui résonne certainement. J'ai le sentiment que dans la culture afro-américaine, il y a quelque part cet instinct qui emprunte à la manière dont nous sommes décrits de l'extérieur, parce que Gertrude Stein s'autorise à décrire des Afro-Américains en 1909. Et dans la culture afro-américaine, je constate qu'il y a en fait quelque part toujours une sorte de récupération, c'est-à-dire on se réapproprie quelque chose qui a été inventé par un tiers à notre propos et c'est quelque chose qui se transforme en un terme positif. Et donc Negro Sunshine, rayon de soleil noir, c'est quelque chose qui est transformé par le travail de la culture afro-américaine. Ne serait-ce que le terme Negro est quelque chose en fait de complètement daté. Plus personne n'utiliserait ce terme. C'est quelque chose que nos grands-parents auraient peut-être pu utiliser. Mais néanmoins, donc cette expression Negro Sunshine empruntée donc à Gertrude Stein est quelque chose qui procure un certain plaisir, une certaine fierté. Donc j'y vois donc cette tendance de fond dans la culture afro-américaine de retourner le langage, de se réapproprier un terme qui est en fait imposé de l'extérieur. Et donc pour moi, Negro Sunshine, c'est un exemple parfait de cette tendance. Alors, cela a une diffusion mondiale, mais en même temps, son utilisation est interdite à certaines catégories de la population. Et donc, c'est pour cela qu'on entendra donc le mot en haine, n'est-ce pas? Parce que c'est un mot tabou, un mot qu'on ne peut pas prononcer. Et donc, ces jeux de langage sont vraiment très intéressants. Une grande partie de mon travail, en effet, se tourne vers la littérature, des citations qui sont empruntées à James Baldwin, à Jean Genet, Toni Morrison et d'autres encore. Et donc, quelque part, oui, j'ai un intérêt très vif pour la littérature, qui pour moi est ce réservoir de citations. Et donc dans ces récits, dans ces œuvres littéraires, je constate des empreintes pour ce processus de réappropriation. J'ai une question. Si Black était péjoratif, quel mot ne l'était pas? Alors bizarrement, presque Negro
Quand Stein écrit Negro, nègre, c'est le terme poli comparé au terme, par exemple, black ou N-word. Et donc, cela, dans l'ACP, je ne me souviens même plus que l'acronyme. Les personnes de couleur, colored people, les personnes de couleur, c'est ça le terme poli. Chaque mouvement s'est réapproprié ces termes. Chaque génération successive a revendiqué une terminologie spécifique pour, en fait, comprendre une communauté et identifier une communauté. Mais c'est une fabuleuse occasion d'inviter nos copanélistes à parler. Mais pour revenir à l'histoire de l'algorithme, et Chromatics, c'est aléatoire. J'aurais pu le faire avec des dés, donc c'est très aléatoire, il n'y a aucune intervention. Et dans mon exposition actuelle, en revanche, j'utilise les Africains en général dans l'algorithme, dans l'IA, pour augmenter la fréquence. Donc quand vous écrivez homme dans des moteurs de recherche d'IA, vous trouvez un homme blanc. Donc je déclare, je mets dans l'IA, dans les données, j'utilise le terme africain. Mais Chromatics, c'est totalement aléatoire. Les algorithmes, c'est comme lancer des dés en fait. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Je dirais, comme l'a dit Glenn, ce sont des outils qui sont créés par des personnes. Et les personnes apportent avec eux leurs propres préjudices, leurs propres conceptions. Et donc, d'une certaine façon, nous pouvons créer un réseau, et il peut y avoir des points faibles, mais ça reste une structure. Je suis désolée, mais je dois dire que quelqu'un a créé les dés, mais je ne sais pas si la notion de l'aléatoire est culturellement déterminée. Alors nous pourrons l'évoquer plus tard, mais c'est une occasion de faire intervenir Antonia et Philippe et de les inviter également à poser des questions s'ils souhaitent. Merci Valérie, est-ce que cela fonctionne ? Oui, en fait, je voulais rebondir sur cette question de la terminologie d'outils et vous poser une question qui porte sur vos outils visuels et les médias que vous utilisez. Donc, les supports et la question de la résistance politique et le lien. Alors, ce qui me frappe, c'est que votre pratique artistique, Glenn et Emo, semble s'interconnecter, puisque tous les deux, vous voulez transgresser nos attentes ou nos cadres, ce que l'on attend en fait du langage. Vous, par exemple, vous représentez des lettres en peinture, vous parlez de l'IA. Et en particulier, dans le cas de vos peintures textuelles, Glenn, en fait, l'écriture et la peinture sont interconnectées et créent une nouvelle expérience pour le public. Ou encore, Emo, vos réflexions sur les interconnexions, etc. Comment ces liens peuvent être considérés politiquement comme outils de résistance ? Puisque je suis intéressée par la façon dont vous utilisez vos supports et la manière dont de vous déstabiliser ce que nous attendons des supports artistiques. Est-ce un geste de libération, une façon en fait de nous ramener à l'histoire de l'art et de l'histoire en fait de la déstabilisation avec les nouveaux supports? En fait, souvent c'est ce qui définit une avant-garde. Dans votre pratique, peut-être, comment est-ce que cela peut ouvrir un nouveau récit? Donc, plutôt de regarder à l'histoire de l'avant-garde, se penche davantage sur l'histoire et sur cette façon de nous faire réaliser que nous avons besoin de repenser ces cadres et ces attentes.
avec microphone. Microphone, s'il vous plaît. Alors, quand nous discutions, il y a une chose qui m'est venue. En fait, j'ai une carrière très longue. Et de ce fait, je suis assez âgée pour avoir observé des changements culturels. Et l'un des changements principaux, c'est le smartphone. C'est ça. Et la matière première que j'utilise pour mon travail Gertrude Stein Baldwin est disponible sur smartphone. Or, ce n'était pas le cas il y a 20-30 ans. Ce n'était pas accessible aussi largement. Mais d'une certaine façon, quand je pense à réfléchir à mes peintures textuelles, notamment qui s'inspirent de Baldwin, ce dont je me suis rendu compte, c'est que ces textes en peinture, en fait, nécessitaient de la part du public qu'il les lise. Mais ce n'est pas réellement lisible dans le format que j'utilise. Et quand ces peintures ont commencé à circuler, notamment dans des musées, il y avait une certaine anxiété. Souvent, je voyais des étiquettes à côté de mes peintures, en fait, qui transcrivaient le texte qui était présent dans la peinture. Et souvent, sans doute vous le savez, et qu'en fait, l'essai que j'utilise et la peinture, en fait, n'est pas le même que l'essai qu'il y a dans le livre, en fait. Il y a une espèce de traduction. La peinture fait quelque chose en plus. Et la difficulté du texte dans la peinture, c'est en fait de ça qu'il s'agit, puisque, réfléchissez par exemple à l'essai de Baldwin, L'étranger dans le village. C'est écrit en 1854 et évoque le temps qu'il a passé dans un village de montagne en Suisse. Et il dit que pour de nombreux résidents, c'est en fait la première fois qu'ils aperçoivent un homme noir, un nègre. Et l'essai porte sur de nombreuses affaires, donc la colonisation européenne en Afrique, du colonialisme, l'hégémonie culturelle, le fait d'être un étranger et ce que cela signifie, la peur et la fascination souvent qui est causée par sa présence dans ce village. Et quand j'ai utilisé l'essai dans la peinture, je me suis dit que ce sont des sujets très lourds et donc que le texte doit également être dur à lire et lourd. Et cela ne s'explique pas. Et la difficulté donc avec les peintures, je dirais qu'il y a une espèce de une histoire politique derrière, puisqu'il ne s'agit pas simplement de recopier le texte sur la toile, en quelque part si, parce que je suis fidèle au texte. Mais il s'agit surtout de cette difficulté, cette lutte, et ce qui fait écho à Baldwin et qui a dû lutter avec ces questions qu'il pose dans son essai. Mais surtout, également, comme moi, en tant que personne noire dans le contexte américain, de ma lutte aussi. Donc, quelque part, ces peintures représentent une difficulté délibérément. Alors, je n'ai pas forcément lu le sang, mais je comprends que la question de l'opacité ici est évoquée. Et quelque part, je dirais que c'est presque politique. Je dois dire, quand j'ai découvert vos œuvres, cette utilisation du texte et que le texte devenait quelque chose de plus que du texte, cela m'a fasciné. La signification se transforme par la transformation du support. Et la dimension politique, le contenu était politique, bien entendu, mais pour moi, la vision, plutôt, la perception que moi j'en ai eue, c'était plutôt poétique.
concernant la résistance, j'ai fait une œuvre en 2018, il me semble, ou peut-être 2017, appelée Point de résistance. Et vous mentionnez l'histoire. Et mon point de départ, c'était les Jeux olympiques de 1968 et le point levé des athlètes. Avec microphone pour les interprètes. Et cet aluminium, ce papier aluminium utilisé par les barbecues aux États-Unis, en fait, faisait référence au rituel du sang qui disait que le lynchage est en fait un rituel anthropophage. Et donc l'aluminium, dans mon œuvre, est associé au point, et au sein du point, il y avait des enceintes. Et j'ai utilisé 256, j'utilise beaucoup le numérique, donc je fais beaucoup de références à cela. Et donc j'avais des extraits de Tupac, de Maya Angelou, mais également la déclaration de Tiananmen, Churchill qui était fort raciste, qui dit nous ne nous rendrons jamais, donc Bob Marley, we will never give up. Et donc il y avait cette histoire de résistance transculturelle dans mon œuvre. Et pour rebondir sur votre question, l'esprit de résistance, selon moi, c'est ce qui a permis à la diaspora africaine de survivre aux États-Unis, et malgré ce que l'on pourrait penser, puisque certains disent qu'ils ont survécu parce qu'ils se sont soumis. Mais surtout, je pense que c'est ce refus de mourir qui, en fait, était en soi un acte de résistance. Et politiquement, j'ai parfois du mal avec des œuvres qui sont trop d'ordre politique, puisque j'estime que l'art se perd un petit peu en route. Mais je pense que c'est un vecteur puissant et que nous, en tant qu'artistes, que nous pouvons résister. Nous avons une voix, une forme de résistance qui pourrait peut-être un peu moins communautaire ou tangible que ce que peut se faire, disons, dans des communautés, mais qui crée des conditions propices à la résistance. Et une sorte de base sur laquelle on peut construire, qui peut essayer de changer les représentations et de créer des résistances contre des choses que l'on prend pour évidentes aujourd'hui. Philippe? Une question pour Glenn Ligon. Sur la peinture, dans vos œuvres antérieures, vous étiez artiste d'art abstrait expressionniste. Et ensuite, les mots se sont glissés dans vos œuvres, et des mots très politiques. Et selon vous, alors, être peintre en soi, aux États-Unis à ce moment-là, était-ce une question entre blackness et whiteness, identité noire et identité blanche? Vous voulez dire la catégorie de peindre? Oui, en fait, peindre de manière américaine. Alors non, je dirais que non. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors j'étais par le passé abstrait expressionniste et je le fais en cachette. Mes héros, c'était de Kooning, Franz Klein et Pollock. Ce sont les artistes que j'ai étudiés. Puis ensuite, Rauschenberg, Jones, Trombley. Et en fait, c'était intéressant, mais pas Norman Lewis et pas Birdine, puisqu'en fait, ce n'était pas enseigné à l'époque. Ce sont des artistes noirs. Jack Whitten, la liste continue, mais aucun de ces artistes faisait partie des programmes de cours. Par contre, il y avait Pollock, etc. Et donc, c'était ces artistes-là que j'essayais, moi, desquels je m'inspirais. Et je dirais que aujourd'hui, je continue de peindre, mais avec Rauschenberg et Jones comme modèle, je me suis rendu compte que l'objet de mon art pouvait être incorporé
à travers des mots, et assez littéralement. Si vous voulez intégrer un sujet ou un objet dans votre art, alors utilisez les mots des personnes que vous lisez. C'est assez simple. Les premières œuvres utilisaient donc les mots de Zora Neale Hurston de la Renaissance de Harlem et son essai qui s'intitulait How It Feels to Be Colored Me, donc mon impression de moi, femme de couleur. Je me sens le plus femme de couleur lorsque je suis contre un fond blanc. Ce sont en fait des références au corps, l'utilisation de la première personne, l'abstraction via la répétition. Donc au début c'est très net et ensuite vers le bas de l'œuvre c'était plus flou. Et c'était une façon en fait de rester dans la peinture mais également d'incorporer des objets, des sujets d'art que personne ne pensait pouvoir intégrer. Or, aujourd'hui, nous vivons dans un monde complètement différent. Et finalement, j'ai eu une dispute sur ce sujet-là. Je parlais de ces peintures textuelles et je parlais avec un critique. Et cette personne a dit... Certainement, vous utilisez le blanc et le noir et certainement, cela reflète la binarité entre le blanc et le noir. Et je lui ai dit... alors j'étais un petit peu... Alors je lui ai montré le journal, j'avais un journal dans la main, alors c'est noir et blanc aussi. Mais quelque part, ils avaient raison. Il avait raison. Mais je ne voulais pas que ce soit aussi simpliste que cela. Je ne voulais pas ce cadre binaire uniquement. J'ai une question pour vous, Glenn. Donc, quand vos œuvres ont commencé à être exposées dans les musées, il y avait des espaces, en fait, où le langage... où vos œuvres pouvaient porter votre propre voix. À l'époque, l'art afro-américain était très peu représenté. Vous avez signalé d'ailleurs cet enseignement lacunaire où, par exemple, pour l'expressionnisme abstrait, les artistes afro-américains n'étaient pas enseignés, ce qui a en fait perpétué aussi ce qui avait fait partie de l'apprentissage de l'éducation des enseignants. Donc, si on ne sait pas, s'il n'y a pas de savoir, on ne connaît pas, eh bien, il n'y a pas d'inclusion dans le canon académique, et dans ces cas-là, il y a un déficit générationnel qui, en fait, biaise la compréhension qu'on a de qui a pris parti à la conversation à l'origine. Et il y a la question des collectionneurs. En fait, est-ce que, quelque part, l'intérêt pour une voix afro-américaine est quelque chose qui répondait à cette pénurie? Est-ce qu'il y avait quelque part des attentes particulières auxquelles vous avez fait face en tant qu'homme noir? Et je ne parle ici même pas d'orientation sexuelle. Y avait-il ici, en fait, des attentes qui vous ont été imposées et des attentes qui ont été imposées à vos œuvres également? Et d'ailleurs, je dirais que ces paramètres n'ont pas disparu et qu'ils prévalent encore aujourd'hui. Et puis, se tournant vers Emo, moi, j'aimerais que vous nous parliez, que vous répondiez à ces mêmes questions. Quelles sont les attentes quand on vous demande d'exposer, de participer à une exposition? Réponse de Glenn. La réponse n'est pas simple. En effet, le monde a changé. Aux États-Unis, de nos jours, les artistes afro-américains sont très représentés. Ils sont présents partout, tous les jours, ce qui, en fait, est vraiment en fort contraste avec le monde dans lequel j'ai commencé. Et par exemple, certaines des artistes pour lesquels j'avais une forte admiration, Jack Whitten en étant un, j'en ai parlé, avaient en fait des expositions où ils étaient des rétrospectives. Mal Edwards, il y a d'autres noms encore qu'on pourrait évoquer, et ensuite ils ont disparu. Ils ont disparu un peu trop tôt, pour moi en tous les cas, parce que je n'étais pas encore artiste, donc je n'avais pas vu leurs œuvres.
Ce qui veut dire qu'en fait, j'ai découvert Jack Whitten bien après. J'aurais beaucoup aimé qu'il ait fait partie du canon universitaire, mais non, ce n'était pas le cas, et donc on ne voyait pas ses œuvres, on ne parlait pas de lui. Et en fait, j'ai perdu le fil. Donc la situation a vraiment beaucoup changé aux États-Unis, et on pourra ensuite élargir à d'autres horizons, notamment la France. Il y a donc de nombreuses plateformes de visibilité pour les artistes afro-américains, mais très souvent dans l'art figuratif. En disant cela, je n'affirme pas que Mark Bradford et d'autres qui bénéficient de rétrospectives majeures ne présentent pas d'intérêt. Non, c'est tout le contraire. Mais en fait, ce que je vois, ce sont beaucoup d'artistes figuratifs afro-américains. Et il y en a beaucoup que j'apprécie énormément. Barclay Hendricks, pour citer un autre nom. Valérie en cite d'autres, hors micro. Donc, quelque part, on constate une diffusion très large de leur travail. J'essaye vraiment de mettre le doigt sur ce que je voulais dire. Et un peu de patience, je vais retrouver mon fil. Rappel de la question par Valérie. Alors, Zolna Hurston, en fait, elle faisait l'objet d'un enseignement lors de cours consacrés à la littérature afro-américaine. Et Baldwin, j'ai commencé à l'utiliser à un moment où Baldwin était encore assez confidentiel, alors que maintenant Baldwin est super connu, on le trouve partout. Ce n'était pas le cas quand j'ai commencé à me tourner vers ces textes, à y puiser. Donc, dans la perspective de l'époque, c'était en fait comme si j'insérais dans l'espace des arts visuels ces écrivains qui, à mon sens, méritaient d'être insérés dans l'espace public. Zolna Hurston a été enterrée dans une tombe anonyme. Alice Walker, elle, en fait, autre écrivaine afro-américaine, s'est mise à la recherche de sa tombe. Et donc, c'était une manière d'éclairer l'apparition et la disparition de la littérature afro-américaine et de mettre en avant les auteurs que je choisissais. C'était une manière de leur donner une présence au sein de mon œuvre. Alors, je ne lis pas simplement pour emprunter. En fait, je lis, et puis si la chose reste dans mon esprit, s'y installe, alors je l'utilise pour mon travail. Réflexion hors micro entre Valérie... Emo ne se souvient pas de la question. C'était donc un petit rappel. Rappel de Valérie. C'était donc en fait la présence d'art afro-américain et surtout les attentes par rapport à l'art d'artistes noirs dans les musées et les expositions. Emo. Tout d'abord, j'aimerais dire que je suis complètement d'accord avec Glenn. On a une quasi-équivalence entre art noir et art figuratif de nos jours. Et 154, en fait, le salon d'art est quelque chose qui est un très bon exemple de la prédominance de l'art figuratif. Donc il y a là un oxymore apparent dans ma position d'artiste noir qui utilise des outils technologiques, et quand je regarde quelles sont mes œuvres qui figurent dans les catalogues des grandes collections nationales en France, eh bien, effectivement, c'est de l'art figuratif. C'est donc une des raisons pour lesquelles je me suis intéressé très tôt à l'œuvre de Glenn, parce qu'il y avait là quelque chose de vraiment différent. Il y avait un écart qui montrait que l'on pouvait approcher les œuvres noires d'une autre manière. La présence dans les musées, eh bien, donc, étant
béninois et français. On pourrait m'inviter comme artiste français, mais très souvent je suis invité comme artiste béninois. Et en fait, le fait d'être français, c'est pratiquement quelque chose qui jouerait contre moi et contre mes chances d'être exposé. Et je ne vais nommer personne, mais il y avait, je pense, ici un collectionneur célèbre qui a lancé ma carrière. C'était il y a environ 10 ans. Collectionneur très important. Et donc, c'était à 154, et donc lors de l'entretien, on me demande est-ce que mon studio était au Bénin, est-ce que j'étais béninois. En fait, c'était une entreprise de vérification pour me donner un certificat de légitimité en tant que noir et en tant qu'Africain, afin que je puisse intégrer sa collection. Et ce type de critères, on le trouve aussi dans des galeries. Ne pas avoir d'artiste noir, quelque part, c'est une tâche, un manque de nos jours. Il y a donc une attente, et je pense que là, en fait, cela résonne avec ce que Glenn a dit. Si on n'utilise pas quelque chose qui fait explicitement référence à cette source, qui revient aux racines noires, eh bien c'est comme s'il manquait quelque chose. Si en fait ce n'est pas le sujet, eh bien si l'identité noire n'est pas le sujet, eh bien il manque quelque chose. Et là, Philippe se souvient de donc, cette exposition au quai Branly, fétichisme, et ici donc il y avait notamment dans le cadre de ces expositions, toutes les attentes en matière de sculpture africaine. Mais en fait, mon point de départ, c'était très différent. Qu'en serait-il si, par exemple, on prenait la religion comme point de départ de la diaspora africaine, par exemple les gospels comme source de la musique pop? En fait, qu'en serait-il si, en fait, on insistait sur l'esprit dans la culture africaine de diaspora? Et bon, je ne voudrais pas que vous me preniez pour un illuminé ou un mystique. Mystique, non, ça me va. Ça, pour moi, ce n'est pas un grand mot, mais en tous les cas, je ne veux pas passer pour un dingue. Donc c'était... Revenons donc à cette exposition électro-fétiche au quai Branly, en fait... Qu'en serait-il si en fait on considérait qu'il y a vraiment une sorte que la culture africaine se consacre aux esprits et que en fait c'était là l'un des ciments de la diaspora africaine? Moi, je ne sais pas si c'est une réponse à la question, mais on peut peut-être donner la parole à Philippe Dagen. Non, juste une remarque brève par rapport à électro-fétiche au quai Branly. L'idée ici était de rassembler donc des artistes africains, des artistes afro-américains en les exposant à côté d'œuvres d'art africain ancien. Donc effectivement, oui, esprit, signification, mais en même temps, il y avait là des artistes africains, des artistes européens. Donc là, ce n'était pas là un critère de distinction, en tous les cas pas dans la manière dont les œuvres ont été rassemblées. Par rapport à la question que vous avez posée, Valérie, donc la présence des artistes et les attentes vis-à-vis de ces artistes dans les musées français. J'ai souri quand j'ai entendu Glenn dire qu'en fait, maintenant, toute galerie se doit d'avoir un artiste africain, au moins un en tous les cas, pour ne pas déparer. Alors, je dirais qu'en France, en fait, cela ne décrit pas la situation en France. En effet, la dernière exposition consacrée, et je ne parle pas ici d'art afro-américain, mais d'art africain contemporain, a eu lieu au Centre Pompidou, et cette exposition, eh bien, elle remonte à il y a 20 ans. Ce qui veut dire que depuis le début des années 2000, il ne s'est rien passé. C'était Africa Remix. L'exposition avait commencé à Düsseldorf, puis elle était allée à Londres, et ensuite elle était venue à Paris. Donc Paris, en fait, n'était que la troisième ville, donc ce n'était même pas à l'initiative du musée français. Et en fait,
ces 20 dernières années. Alors, on a des expositions à la collection Louis Vuitton, une collection privée. Il y a eu Electrofétiche au Quai Branly, notre exposition, et c'est tout. Donc, franchement, on ne peut pas dire que cela fasse trop pour 20 ans. Alors, ce que vous avez dit par rapport à l'art figuratif. J'étais à Bâle pour la foire de Basel, mais en fait, je n'étais pas pour y aller. J'y étais donc pour une exposition au musée d'art contemporain. Et là, c'était une exposition d'art d'Afrique du Sud. Qui voit-on? De l'art figuratif, des débuts du XXe siècle à nos jours. Des artistes africains, des artistes afro-américains rassemblés donc dans ce musée d'art contemporain à Bâle, ce qui en fait quelque part donne un kaléidoscope parce qu'en fait on a tout ce mélange de générations, de styles, etc. Mais en tous les cas, le sujet c'est effectivement l'identité noire, la blackness, qui d'ailleurs figure dans le titre de l'exposition. Donc cette exposition a son origine en Afrique du Sud. Elle est à Bâle, et Bâle, donc aux frontières de la France, eh bien, cela ne justifie pas que l'on passe la frontière et que l'on montre cette exposition en France. Voilà, rien de plus à dire. Alors, les académies artistiques, est-ce que vous trouvez, vous aussi, en fait, qu'il y a là, quelque part, un manque criant de savoir par rapport, donc, à l'art africain et sa tendance à l'expansion? Alors, en fait, je vois de nombreuses personnes qui font partie du public et qui répondraient probablement mieux que moi à cette question. Mais bon, je me lance. Je dirais qu'il y a là un mouvement. L'événement organisé par Clémentine est vraiment un bon exemple de la manière dont l'université française, en fait, s'y met. La manière dont maintenant elle essaie de remédier à l'angle mort de sa blanchitude. Elle répond à la nécessité de décoloniser nos objets, et de la nécessité de décoloniser nos pratiques théoriques. Je ne sais pas si cela résonne avec Philippe, je suis certain que vous auriez des choses passionnantes à dire à ce sujet. Bon, on travaille en fait dans la même université. On travaille dans deux universités différentes. Moi, c'est Paris 1 et vous, c'est Paris 3. Donc, en fait, je peux simplement dire qu'à Paris 1, on a donc une titulaire de la chaire d'art africain et donc nous espérons, et je souligne bien, nous espérons pouvoir avoir un autre poste d'enseignant-chercheur consacré à l'art noir. Seulement un poste. Valérie. Eh bien, on a effectivement l'impression que les situations sont très différentes, que ce qui se passe aux États-Unis et ce qui se passe ici en France, de l'autre côté de l'Atlantique, ce sont des situations très différentes. Et c'est exactement le but d'ailleurs de l'événement de ce soir. En fait, ce sont les transgressions qui nous permettent de prendre conscience de la manière dont fonctionnent les systèmes, qu'il s'agisse du système des musées ou de l'université. Glenn a fait allusion à Jack Whitman, qui a eu une rétrospective. Melvin Hogwarts, qui a eu plusieurs rétrospectives dans les années 1970 au musée Whitney. Et donc dans les années 70, on a eu des rétrospectives d'artistes afro-américains. Et puis tout d'un coup, silence. Plus rien. Et tout d'un coup, on a ce manque criant. Et puis ensuite, il y a divers mouvements, dont le multiculturalisme, qui ont commencé quelque part à inciter à ce qu'on diversifie ce qu'on enseignait dans les universités, dans le monde universitaire.
Et cela alors même qu'il y avait en fait des institutions spécifiques qui soutenaient les Afro-Américains et des universités afro-américaines ou par exemple une célèbre galerie à Harlem ou de nombreux musées partout dans les États-Unis qui avaient une spécificité culturelle qui se consacrait à l'art d'Américains originaires d'Asie, d'Afro-Américains ou d'Amérique latine. Donc il y avait un écosystème, c'est cela que je cherche à dire. Ces écosystèmes, en fait, est ce qui a permis l'épanouissement actuel, la floraison actuelle, qui nous a permis d'en arriver là. Mais ces écosystèmes sont en train de rétrécir. Les universités traditionnellement noires, en fait, voient leurs ressources reculer et, en fait, se voient même effacées dans le récit culturel qui est fait. Et ça, c'est quand même, il faut le dire. Oui, un tout petit instant. Donc, il y a un effacement. De nouveau, un effacement. Donc, alors même qu'on avait une sorte de floraison, d'expansion, et qu'on voit beaucoup d'artistes africains, afro-américains dans les musées, eh bien, il y a toujours quelque part un manque de collectif. Et donc cela est significatif. Et par ailleurs, il y a un effacement délibéré qui est à l'œuvre et en visant, en ciblant donc ces institutions culturellement spécifiques qui, n'ayant pas les financements nécessaires, se voient menacées d'effacement. Donc effectivement, on peut imaginer ici une roue qui tourne, un élément de cyclicité, et nous devons être bien conscients du caractère éphémère, du côté cyclique. Un écosystème se développe. Ce que nous souhaitons, bien sûr, c'est que cet écosystème soit suffisamment robuste et fort pour qu'on puisse quelque part instaurer une pérennité. En fait, il faut pousser d'autres racines encore, justement, afin de garantir une pérennité à ces écosystèmes, plutôt que de risquer de n'en faire qu'une façade, quelque chose qui, en réalité, ne vit pas. Mais je me tourne vers Emo, qui voulait prendre la parole. C'est juste une anecdote. Il y a 2 jours, j'étais avec ma tante, qui est également ma marraine, et je fais un projet où je la filme. Et j'étais curieuse, puisqu'elle a connu la colonisation. Elle a 82 ans, donc elle avait... Je crois qu'elle est née en 1941, 42... Donc elle avait 18 ans quand le Bénin a été décolonisé. Et elle m'a raconté 2 histoires qui sont intéressantes. La première, c'est nous n'avons pas ressenti la colonisation, puisque c'était quelque chose qui se passait... Il y avait des Blancs, et nous, Africains, nous faisions nos affaires, nous faisions nos affaires, et en fait, on ne ressentait pas tant que ça leur présence. Donc la ségrégation, l'oppression, cette répression violente qui a eu lieu aux États-Unis avec la colonisation européenne, elle a utilisé le terme beaucoup plus présent, généralisé. Et encore une deuxième histoire, en matière de différence culturelle, elle a parlé d'une fois où elle a failli se faire lyncher au Bénin. Pourquoi? Puisque, un jour, alors c'est une longue histoire, mais elle était invitée à acheter un terrain dans une région d'où elle ne venait pas. Et ma tante me ressemble en matière de couleur de peau. Et en fait, c'était un piège, et toute une foule est venue vers elle et lui ont dit qu'on est en train de faire sortir les Blancs avec des pieux. Par exemple, quand vous voulez écraser une igname, oui, un mortier. Et donc cette foule avançait vers elle puisqu'elle a été perçue comme étant une blanche. Et en fait, elle a échappé de cette situation parce qu'elle a parlé Fungwe, la langue répandue, la langue locale. Et c'est de cette façon qu'elle s'est sauvée.
Et ce qu'il y a de drôle avec cette histoire, c'est que il y avait des femmes, donc des hommes, il y avait quelqu'un avec un mortier, une autre avec une bouteille cassée, et une femme est venue vers elle. Si nous essayons de nous sauver vers la voiture, ils vont nous tuer. Donc il y a cette tradition amazone au Bénin, je pense que vous en avez entendu parler. Donc c'est elle qui s'est levée contre la foule. Donc quand on parlait de blackness, ce qui est intéressant également, c'est que elle, c'est ma tante, elle me ressemble. Et elle a été perçue comme une femme blanche, et elle a failli être lynchée puisqu'elle était perçue comme blanche. C'était la... Est-ce que c'est parce qu'elle était perçue comme étant une femme blanche, ou est-ce que c'était lié à sa complicité? Non. En fait, ce qui est intéressant, selon moi, c'est que cela peut être compliqué, surtout d'un point de vue américain, où c'est quelque chose de très binaire. Le nom de cette diva m'échappe. Ce n'est pas Whitney Houston, c'est l'autre. Il y en a 3. En gros, des divas, un peu comme la rivale de Whitney Houston, Mariah Carey. Et par exemple, Mariah Carey ne pourrait jamais être perçue comme une personne noire au Bénin. En fait, il n'y aurait aucune discussion. Elle ne serait pas considérée comme blanche du tout. Comme noire du tout, pardon. Et moi, quand j'étais au Bénin, ma tante, pareil. Je me suis beaucoup battue à l'école puisqu'on me traitait de blanc. Et pour moi, c'était une insulte. Et donc, je me suis beaucoup battue. En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que la perception et la notion de noir, c'est beaucoup lié à la perception. Donc, on ressent une différence plutôt que plus que ce que l'on ressent en commun. Et je réitère, ma tante n'était pas vue comme quelqu'un de complice, elle était perçue comme quelqu'un de blanc. Et de la même manière que moi, enfant, bon là je rentre du Bénin donc je suis un peu plus bronzée, on va dire. Mais à l'époque, on me traitait de blanc à l'école, dans une école africaine. Et je trouvais ça... Moi, je le ressentais, je le vivais comme une insulte, donc je me battais. Donc la notion de couleur et de ce que l'on définit comme étant noir, pour moi, ça, c'est peut-être plus complexe que ce qu'il ne paraît. Oui, je vais faire passer le micro. Vous gardez cela. Il y a beaucoup de micros. Alors, 2 choses qui me sont venues à l'esprit quand vous parliez Ebo, donc des artistes qui ont traité ces questions. William Popel, qui est décédé récemment. Si vous connaissez ses dessins Skin Set, donc palette de peau, c'est très intéressant. En fait, ce sont des dessins textuels qui présentent des proverbes sur les gens et les couleurs utilisées, c'est vert, jaune, blanc, noir, vert. Et par exemple, les noirs, il y avait une citation, les noirs sont l'autel par lequel vous pouvez passer. Enfin, il y a cette notion de couleur de peau accompagnée voilà, d'un spectre entier de couleurs qui, il paraîtrait, décrit les races telles qu'on les connaît. Et Ingrid Piper, donc Colored People et Cornered. Adrian Piper, donc encore une fois une femme noire mais avec la peau très claire, qui est métisse, il me semble. Ses 2 parents sont afro-américains, donc une peau très claire, qui en fait pourrait passer dans un contexte États-Unis pour une femme blanche. En fait, elle a fait beaucoup de travail là-dessus. Donc, ce que les gens lui disent quand ils ne savent pas qu'elle est noire, et c'est toutes ces perceptions infondées.
Encore une anecdote, alors je ne me souviens plus exactement où je l'ai entendu, mais Angela Davis, qui est une écrivaine très connue aux États-Unis, et elle a fait une visite en Afrique du Sud, à Johannesburg, et elle se rend compte que les Noirs sud-africains l'appellent par un terme, et elle ne connaît pas le terme. Et je ne me souviens plus du terme, mais en fait, au bout d'un moment, quelqu'un lui dit, cela veut dire femme blanche. On vous appelle femme blanche. Et la manière dont Angela Davis l'a intégré, essayer de le comprendre, c'est que non seulement sa couleur de peau est prise en compte, c'est aussi beaucoup lié à la classe sociale, puisque pour les Noirs sud-africains, il n'y aurait pas de Noirs dans ce marché-là. Et donc les Noirs l'ont vu, on leur dit, ah ben, c'est une femme blanche. Oui, c'est ce genre de catégorie, la manière de catégoriser les gens, c'est très intéressant. Mais comme vous dites, il s'agit également de capacité de libération, et souvent ceci est lié au privilège et à la whiteness, donc à l'identité blanche. Et donc, donc votre statut peut également, votre statut social peut également influer la façon dont vous êtes perçu et que vous percevez votre race. Parce qu'aux États-Unis, ces choses-là vont de pair. Donc privilège, classe et race, souvent vont ensemble, de pair. Et aujourd'hui, cela se décompose un petit peu, puisque il y a des moyens maintenant par lesquels les personnes peuvent surmonter ces limites, puisque, par exemple, ils ont accès aux privilèges avec l'argent. Donc, par exemple, une star NBA a peut-être davantage de privilèges et ne voit pas autant la race puisqu'il voit l'argent. Ou au contraire, si vous n'avez pas d'argent, on voit davantage votre race et cette incapacité à accéder aux privilèges. Mais pour revenir à la question de l'écosystème, les écosystèmes, y a-t-il des écosystèmes qui peuvent être développés? Alors, qu'est-ce qu'il y a écrit ici? J'aime beaucoup, parce que moi, je ne peux rien cacher. Je vais le lire à voix haute. Donc maintenant, nous allons ouvrir le débat au public. Mais les écosystèmes m'intéressent. Y a-t-il une intention de développer des écosystèmes ici en France qui permettent l'essor de la diversité, ou de la floraison de la diversité au sein des universités, des musées, etc. Alors, je pose cette question, et vous pouvez également poser des questions, puisque maintenant, nous ouvrons le débat au public. Sinon, je vous pose la question d'abord. Et ensuite le public, avec microphone. Philippe, j'imagine que vous aurez des commentaires peut-être plus intéressants que les miens, mais cette question d'intention m'intéresse beaucoup. Je pense que ce doit être notre guide. En France, je sens que dans le monde universitaire, qu'il y a une reconnaissance de ce qui manque encore à faire. Et cet effacement m'intéresse aussi, puisque l'effacement est également lié à la façon dont les instituts de savoir portent cette conversation de reconnaissance, de diversité, sans forcément aller jusqu'au bout, jusqu'à, par exemple, donner la capacité d'action aux minorités. Donc je ne sais pas ce que je veux vraiment dire par rapport à ce qui se passe actuellement. Mais je retiens vraiment ces deux choses-là, ce que vous avez dit, donc sur l'intention dont nous devons faire preuve, donc par rapport à ces effacements dont nous ne sommes peut-être pas conscients, mais également cette intention active comme avenue, comme piste. Oui, il reste beaucoup à faire pour
créer ces écosystèmes en France à l'heure actuelle. Je ne connais pas un seul écosystème, comme vous dites, dans le système des musées, par exemple. Je ne suis pas sûre qu'il y ait en France, à l'heure actuelle, un conservateur d'origine africaine, ni un seul. Dans les universités, seulement professeurs ou assistants qui enseignent les questions africaines. Donc non seulement l'art, mais également la philosophie. Par exemple, dans les universités françaises, Souleymane Bachir Diagne, qui était mon ami à l'école normale supérieure, nous avons le même âge. Il est incomparable aujourd'hui dans les universités françaises. Donc il y a eu beaucoup de progrès. Je ne sais pas si cela... Il y a la colonisation, mais je pense qu'ici, aujourd'hui, tout le monde est conscient dans la salle des résultats des dernières élections en France. Et c'est très facile donc de comprendre les dynamiques en cours. Et si les choses ne se passent pas comme nous les souhaitons, on pourrait même arriver à un stade où nous pourrions même disparaître. Je suis peut-être pessimiste, mais j'ai aucune raison d'être optimiste à l'heure actuelle. Eh bien, nous avons nos propres problèmes également aux États-Unis, ne vous inquiétez pas. On ne citera pas de nom. Alors, je vais ouvrir le débat à vous, le public. Alors, vous avez été si sage, vous avez écouté très attentivement. Je suis sûre qu'il se passe plein de choses dans vos têtes. Des choses à dire, des commentaires, mais surtout des questions. Il y aurait une façon de donner un microphone. Peut-être pourrais-je répéter la question. Bonjour, je vous remercie pour vos contributions. C'était vraiment très intéressant. Je voudrais poursuivre ce que vous disiez, donc cette nécessité de travailler davantage sur l'art et la culture africain, et je fais mon doctorat sur la littérature et poésie africaine. Et plusieurs fois, on m'a demandé quelle est la position adoptée par rapport à moi, femme blanche, sur ces questions-là, et comment vous faites? C'est peut-être compliqué à gérer. Et je me demandais, vous, en tant qu'Américain, puisque je travaille sur le contexte américain spécifiquement, sentez-vous que cela pourrait être considéré aux États-Unis? Je pense qu'il pourrait y avoir diverses réponses, mais est-ce qu'il y a plus d'ouverture face à ce genre d'approche, ou il y a des gens qui seraient plutôt contre? Oui, alors, de mon point de vue, je dirais que votre type d'étude, plus c'est accessible, possible, normalisé, mieux c'est. Plutôt que le contraire. Ce qui serait... Je n'entends pas parler de certains auteurs ni certains artistes, puisque personne ne pense que ce sont des personnes assez intéressantes, importantes, puisque ce n'est pas enseigné dans les universités, etc. Donc, de mon point de vue, je pense qu'il faut encourager toute personne qui s'intéresserait et qui étudierait ces questions-là. La littérature, vous n'avez pas mentionné d'auteurs spécifiques, mais je pense que plus on le fait, mieux c'est. Moi, du point de vue de ma carrière,
De nombreuses personnes ont écrit des choses sur mes œuvres, parfois en positif, parfois en négatif, mais cela n'a rien à voir avec la question de race de l'auteur. En fait, c'est lié à la qualité du travail. J'ajouterais, alors je ne pense pas qu'il s'agit ici d'un jeu à somme nulle. Je pense que vous, si vous faites ce travail, quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire. Donc également, je soutiendrai que vous, avec votre perspective, vous pouvez apporter quelque chose qui n'existe peut-être pas encore. Et c'est beaucoup plus fructueux. Cela peut apporter beaucoup d'autres choses à l'avenir que le travail qui est fait actuellement. Donc il y a de la place pour tout le monde. Et comme l'a dit Glenn, il y a tellement d'auteurs qui ne sont pas, dont on ne parle pas. Pareil pour les arts visuels. Donc j'invite les étudiants à rechercher ces domaines-là, puisqu'il y a tellement d'artistes que nous ne connaissons toujours pas. Donc des œuvres qui ont besoin d'études profondes. Non pas uniquement dans les arts, mais pas que l'art contemporain. Mais parce qu'il y a toute une richesse qui doit être encore recherchée. En fait, nous construisons encore ce recueil. Quand vous pensez à l'art et à l'histoire africaine, nous pourrions commencer avec Alain Locke ou James Porter. Ce n'est pas si ancien. Ce n'est qu'une génération. Et donc, il y a de nombreux artistes qui ont existé et qui sont de petit à petit réintégrés dans l'histoire, racontés. Il en va de même pour tous les genres, la musique, etc. Alors, je vous invite à allez-y continuer. Bon, question de micro. Partagez. Merci beaucoup. Alors, je vous ai entendu utiliser le mot de résistance à un moment. Et je me demandais si... Donc, je me demandais si en fait le vaudou, cela est quelque chose qui est intéressant. Par exemple, au Bénin. Et donc, en fait, je ne parle pas ici du folklore, les poupées et tout ça. Non, je parle en fait de la véritable signification du vaudou. Ensuite, je pense à des auteurs qui ont grandi au Nigeria, des Afro-Américains, en fait. Quel est l'état de la création à l'heure actuelle? Voilà. Okay, the question about Benin. Alors, pour la question du Bénin, dit Emo. En Fangwe, il y a une phrase qui dit que Wata, l'être humain, c'est donc la personne qui porte la vie. Et en fait, vaudou même n'est pas en fait facile à traduire. Mais bon, disons pour aller vite, on peut dire esprit. Alors bien entendu, le vaudou c'est extrêmement riche. D'ailleurs, il y a un musée du vaudou qui est en train d'être construit. Les significations sont vraiment très larges. Mais je pense que donc, il y a cette dimension. Alors, si on a cette espèce de notion fêtière si on associe la notion de noir au vaudou, en fait, on a quelque chose qui ne fonctionne pas très bien, enfin, qui n'a en fait pas grand sens, parce que le vaudou, ce n'est pas noir, non, c'est en fait africain. Et je ne pense pas qu'il ait pu venir, mais donc il y a quelqu'un de la Fondation Pierre Verger, c'est un anthropologue, un photographe, et en fait c'est l'un des très rares initiés d'une société vaudou. D'ailleurs son nom c'était Fatumbi, Fa étant en fait l'esprit vaudou qui relie donc le monde matériel et le monde des esprits.
Donc, en fait, oui, il faut effectivement s'éloigner du folklore, les poupées et les instruments. Et puis, il faut également donc essayer de penser l'articulation entre blackness et culture africaine. Parce qu'en fait, la culture noire connue, diffusée dans le monde entier, en fait, elle est afro-américaine. C'est une énorme proportion de culture africaine, de culture noire. Et la culture africaine ne représente qu'une infime proportion en réalité. Il y a donc là peut-être une nécessité pour l'art afro-américain d'être plus inclusif des arts africains. Je ne parlerai pas de sous-culture. Le Nigeria, en fait, va avoir la population la plus grande selon ce que projettent les démographes d'ici peu. Et donc cela peut paraître paradoxique. Cela peut paraître être un paradoxe. Alors, commentaire de Valérie hors micro. Oui, alors, on a un musée afro-américain a acheté une œuvre. Non, ce n'était pas, en fait, d'ailleurs la même œuvre que ce qui est acheté par les musées français, etc. Leurs goûts sont différents, donc non, je ne critique pas, en fait, mais donc ce que j'ai consacré au vaudou a été acheté par un musée américain, donc là, le lien avec le vaudou est vraiment très direct, mais ce que j'ai essayé de dire, en fait, c'est que l'histoire afro-américaine est une histoire qui repose sur un traumatisme originel. J'ai participé donc à l'installation d'une exposition en Martinique et Patrice Talon, en fait, a justement rappelé le lien avec le Bénin. Le Bénin, en fait, a été un réservoir d'un très grand nombre d'Africains déportés en esclavage. Et donc, il y a un lien indissoluble entre le Bénin et la Martinique, à cause de cette tragédie qui rapproche le Bénin et la Martinique. Ce qui complique la relation, la circulation au sein de la diaspora, c'est la nature traumatique du lien. Mais je pense en fait qu'on pourrait approfondir et aller au-delà de cette simple notion de diaspora et de cette notion faussement rassembleuse de noirs. Oui, alors c'est une vraie question. C'est là, effectivement, une notion très, très intéressante. Et d'ailleurs, la dominance de la culture afro-américaine qui domine et qui, quelque part, se substitue à ce que sont les corps noirs, à ce qu'est donc l'identité africaine ou une identité africaine, est effectivement une conversation très importante. Et je suis d'ailleurs d'accord qu'il y a, en fait, il faudrait avoir une multiplicité de plateformes. Je ne sais pas ce qui peut être un catalyseur. Alors, est-ce que c'est biaisé effectivement par le fait que c'est de la culture américaine? Mais je dirais qu'il y a un nombre de personnes qui ont des ancêtres africains qui, en fait, ramènent l'Afrique dans le débat. Il y a Toby Nekwe qui est un rappeur à Houston. Il y a en fait une communauté nigériane importante à Houston qui, en fait, quelque part, réintroduit l'Afrique, des sensibilités africaines. Et on le voit aussi dans la NBA. On voit donc une multiplicité de plateformes qui disent ce que c'est que d'être africain, venant d'Afrique, et de parler de cette identité. Donc, quelque part, il s'agit là d'une dominance de la culture américaine. Dans ce que vous pointez du doigt, on peut voir effectivement une dominance de la culture américaine qui s'est imposée partout. Et en même temps, en fait,
j'aimerais renvoyer la question en disant où est-ce que d'autres plateformes existent. Il ne s'agit pas ici d'imaginer un rétrécissement de cette présence afro-américaine ou africaine aux États-Unis. Non, il s'agit d'avoir d'autres plateformes ailleurs. Et dans ces cas-là, pourquoi n'émerge-t-elle pas ailleurs? En quelque part, il ne s'agit pas ici seulement des États-Unis, il s'agit de ce qui se passe également dans d'autres continents et comment ces voix peuvent être portées. C'était simplement ici pour voir le revers de la médaille. Philippe Dagen, j'aimerais réagir au point qui vient d'être fait. Les restitutions. Restitutions donc d'artefacts anciens qui devraient être rendus à des pays. Il y a par exemple, dans tous les musées européens, on verra des œuvres d'art qui viennent du Bénin, du Nigeria, du Mali. Et très lentement, les musées s'emparent du sujet. On s'intéresse enfin à la manière dont ces œuvres sont entrées dans les collections. Et à cet égard, j'aimerais dire que le Metropolitan Museum of Art, donc, qui possède une vaste collection d'objets africains à New York, ne fait rien. Il se contente de dire ces pièces ont été achetées sur le marché et quelque part il y a là un aveuglement, en fait, par rapport au fait que des grands collectionneurs comme Rockefeller ont acheté ces pièces dans un contexte de colonisation. Et donc je dirais ici qu'il y a là une forme d'hypocrisie et je ne suis pas entièrement certain que l'angle mort ne persiste pas ici dans les musées américains. Bon, alors je ne vais évidemment pas me prononcer pour le Metropolitan Museum of Art. Et non, ce n'est pas dommage, je travaille précisément pour un autre musée, celui de Virginie. Et donc je peux dire qu'en fait, il y a des discussions, et donc je peux dire que mon collègue conservateur ou conservatrice des collections africaines, en fait, participe à ce débat. Mais quelque part, j'insiste, je reviens sur mon point. Il faut voir l'émergence de nouvelles plateformes qui portent la voix d'artistes et qui permettent la création d'écosystèmes. Et puis, j'aimerais également préciser une chose. Il ne s'agit pas ici de traumatisme, parce qu'il y a là une dualité. Les Afro-Américains ont décidé de survivre aux États-Unis, et donc l'histoire afro-américaine ne peut pas être réduite à son traumatisme originel. Non, c'est aussi un choix de vivre, de survivre. Cela n'est pas réductible à l'histoire d'un traumatisme, c'est une histoire de résistance, de persistance. Nous sommes les Afro-Américains qui ont décidé de survivre. Nous sommes aux États-Unis parce que nos ancêtres, plutôt que de mourir, plutôt que de se suicider, plutôt que de faire toutes sortes de choses, ont décidé d'y vivre et de maintenir l'espoir en dépit de toute l'adversité. Ils ont décidé d'être le socle des générations afro-américaines à venir. Et donc, non, ce récit n'est pas réductible à l'esclavage, il n'est pas réductible au traumatisme. Non, ce n'est pas dit émo, ce n'est pas du tout en fait ce que je disais. Je parlais de résistance, je parlais de survivants d'ailleurs un peu plus tôt. Mais la question que j'aurais pour vous, c'est en fait, pensez-vous que quelque part, c'est un peu comme si le traumatisme avait été complètement dépassé, comme s'il était un peu dans un cadre afro-américain, comme s'il avait disparu. La réponse de Valérie, hors micro. Bon, en fait, on est en train de reprendre notre conversation et nous ignorons notre public. Alors, merci beaucoup. En fait, il y a eu toutes sortes d'interventions depuis que j'ai demandé le micro et donc je ne suis pas en fait certain de pouvoir encore poser ma question telle que j'en avais l'intention. J'aimerais dire que j'ai beaucoup aimé la problématisation de l'artiste noir.
Ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Mais quelque part, pour ce qui est des musées, je suis un peu plus resté sur ma faim, puisque les musées, cela faisait partie du titre de la rencontre. Et ici, donc, je vais d'ailleurs citer Glenn Lagan, si vous me l'autorisez. Il y avait vous avez fait un podcast pour le musée Whitney où vous parlez de manière très généreuse, vous racontez quelque chose qui est une situation empruntée à votre propre vie. Vous avez été témoin de la réalisation par David Hammons d'une œuvre d'art au début des années 80 sur un terrain désaffecté à Harlem. Et donc, je pense ici aux paramètres des musées. Certains musées afro-américains ont fermé. Le Studio Museum, en l'occurrence. Et donc, oui, on peut à bon droit être pessimiste par rapport aux évolutions politiques en France, aux États-Unis et avoir des doutes par rapport à l'avenir. Mais on peut également imaginer les potentialités au sein des musées, au sein des universités. D'ailleurs, la notion même de campus, on la voit se transformer sous nos yeux. Et donc, de même, pour les musées, on pourrait imaginer de nouvelles définitions des musées. On doit discuter de ce qu'est un musée, des fonctions, de ce que doit être un musée du XXIe siècle. Et peut-être pouvez-vous ici répondre à ce que je viens de dire. Glenn Lagan. Bon, il y aurait là matière à plusieurs conversations. Alors tout d'abord, vous avez donc rappelé... Bon, alors en fait, c'était pas à Harlem, c'était à Brooklyn. Et donc, David Hammons était en train de construire une œuvre d'art dans le centre de Brooklyn. J'ai vécu donc dans le centre de Brooklyn et donc je passais près de cette œuvre d'art et je me suis dit, mais c'est qui ce dingue qui est en train d'utiliser un marteau pour clouer des capuchons contre un mât. Et en fait, tout d'un coup, au fur et à mesure que je passais près de cette œuvre en gestation, eh bien, j'ai vu cette magnifique œuvre de David Hammons émerger. Et donc, je suis passé de cette idée du dingue qui est en train de clouer des capuchons à la compréhension qu'il s'agissait là d'un grand artiste. Alors, si le musée de Harlem est fermé, c'est parce que donc un nouveau bâtiment est en train d'être construit. Alors, sous la direction de Mme Goldman, il y a eu un réexamen de la déclaration de mission du musée. Je ne sais pas ce que c'était à l'origine, mais en tous les cas, je pense qu'au départ, c'était donc la mission était de montrer des artistes afro-américains et ils ont voulu élargir à des artistes de la diaspora noire. Et je pense en fait que c'est quand même quelque chose, c'est un mouvement vraiment très important, quelque chose de très significatif et c'est une des manières dont un musée peut en fait décider de montrer d'autres artistes, arrêter quelque part de élargir sa focale. Et j'aimerais également ajouter ceci, que, en fait, il a été compliqué de lever les fonds. Et j'ai entendu dire, par exemple, en fait, ça serait quand même beaucoup plus facile si, en fait, au lieu d'être à Harlem, on déplaçait les choses pour que l'accès soit plus pratique. En fait, si c'était à Downtown Manhattan, eh bien, en fait, il y aurait un public plus important. Et cela a été dit, je l'ai entendu dire sans ironie, sans recul, en fait. Ça fait partie des problèmes, en fait, qui sont rencontrés par les institutions, les musées spécifiques dédiés à l'art noir. Autre exemple, donc, j'entends un conservateur de la Tate en l'occurrence, qui donc pose une question, c'était une table ronde, et donc la question portait sur les artistes noirs qui sont présentés à la Tate Modern à Londres. Et la question qu'on a posée, c'était pourquoi en fait choisir d'exposer au Studio Museum quand on pourrait en fait exposer à la Tate Modern. Et je suis intervenu parce qu'en fait, la question est
incroyablement mal posée. Et donc, le conservateur, en fait, à l'époque, n'a pas réagi. Il n'a pas trouvé que cette question était bizarre. Il n'a pas compris qu'en fait, on peut choisir à la fois le MoMA et le Studio Museum. On peut faire les deux choses. Mais l'idée, c'était celle d'une dichotomie simpliste, en fait. Nous ouvrons les portes, donc pourquoi aller montrer ces œuvres dans le Studio Museum? Je trouvais quand même que c'était quelque chose de très problématique, mais qui résonnait très fortement. Et d'ailleurs, Valérie m'a posé une question un peu plus tôt, et peut-être n'ai-je pas été assez explicite ou éloquent, mais ce que, en fait, j'ai essayé de dire, c'est que, en fait, il n'y avait pas de soutien pour les artistes afro-américains. Et en fait, Valérie a dit non, en fait, il y avait des collectionneurs noirs afro-américains, il y avait le Studio Museum, et il y a maintenant une rétrospective à la Tate. Donc, en fait, tous ces collectionneurs afro-américains qui ont acheté ces œuvres d'art à un moment où il n'y avait pas d'intérêt, en fait, pour cet art, sont maintenant montrés, enfin quelque part, ils ont assuré le relais, ils ont permis la création d'écosystèmes jusqu'à ce que les grands musées prennent le relais. Et donc, c'est quand même formidable. Mais en même temps, est-ce que finalement ces lauriers qu'on a tressés à certains artistes n'auraient pas pu être tressés de leur vivant? On peut vraiment se poser la question. Bien. Alors j'ai l'impression que nous en venons à la fin de notre événement. Mais je voulais en fait ajouter encore que la pandémie de Covid a été une incitation à réfléchir, à élaborer de nouvelles idées. Il y a par exemple la modalité Black School de Roddy Kaufman. Il y a toutes sortes d'alternatives qui ont été envisagées, des idées qui peuvent s'incarner, et je pense qu'on n'a pas fini de recueillir le fruit de ces idées de 2022. En fait, ces espaces alternatifs, la démocratisation du partage des savoirs. Et quelque part, on peut également regretter la fin d'une certaine matérialité muséale. Mais je pense que cela va nous permettre de nous ouvrir à une nouvelle génération muséale. J'aimerais aussi vous remercier pour votre présence, d'avoir été là pour écouter notre conversation, et je remercie tous mes co-panélistes. Merci pour votre généreuse participation à ce débat. J'aimerais également remercier donc tous nos sponsors. Et j'aimerais bien sûr remercier Clémentine qui a vraiment généreusement donné de son temps pour organiser cet événement. Merci beaucoup, Clémentine, nous vous en sommes très reconnaissants. So we hope this becomes one of... Alors, ce serait merveilleux si cela était simplement la première pierre d'une longue série de conversations à venir. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présente ce soir. Désolé s'il y a encore de nombreuses questions en suspens, mais à moins que vous n'ayez mieux à faire, n'hésitez pas à nous approcher à la fin de cette conférence.